Les 24 heures du Mans est l'une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde. Depuis 1923, les écuries sportives de toute taille s'y livrent une lutte féroce à grands coups de performance et d'exploits mécaniques et humains. Alpine, Peugeot, Talbot Lago, Mercedes, Ferrari et tant d'autres ont créé des bolides exceptionnels spécialement pour cette compétition. Sauf que toute cette montée d'adrénaline et de passion finit parfois mal. Des accidents, des cascades et des drames humains qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 5 tragédies qui ont bouleversé la compétition automobile la plus célèbre de France. En commençant par le plus grave accident de l'histoire du sport automobile. Numéro 1. La tragédie du Mans 1955. Samedi 11 juin 1955. Sur le circuit automobile de la Sarthe. 120 pilotes amateurs et professionnels s'élancent sur la piste. Parmi eux, plusieurs courent pour des écuries prestigieuses. Gordini, Triumph, MG, Lotus ou encore Ferrari. Mais une écurie attire tous les regards lors de cette 23e édition. Mercedes-Benz. Après sa victoire en 1952, le géant allemand s'est retiré des pistes et n'a pas participé aux éditions 1953 et 1954. Pour signer le grand retour des flèches argentées, l'écurie allemande a développé un tout nouveau bolide, la Mercedes-Benz 300 SLR. Mercedes a repris sa W196 double championne du monde en Formule 1 aux éditions 1954 et 1955, lui a ajouté une deuxième place et 500 cm3. 3 Mercedes 300 SLR sont engagés aux 24 heures du Mans. Mercedes engage 3 voitures pour la course. La voiture numéro 19, pilotée par le meilleur pilote du monde, Juan Manuel Fangio, accompagné du pilote britannique Stirling Moss. La numéro 20, pilotée par l'américain John Fitch et le français Pierre Levègue. Cet équipage est moins populaire, mais Pierre Levègue, 49 ans, doyen de l'écurie, n'est pas inconnu, loin de là. 3 ans plus tôt, il a tenu la tête de peloton seul, sans coéquipier, pendant 23h15 au volant d'une Talbot Lago, avant d'abandonner suite à une casse moteur. Enfin, la numéro 21, conduite par l'Allemand Karl Kling et le Français André Simon. Si la foule adore le grand retour du constructeur de Stuttgart, 2 autres maisons le voient d'un mauvais œil. Ferrari, gagnante de l'édition 1954 grâce à sa Ferrari 375+, et surtout Jaguar, qui a remporté l'édition de 53 grâce à sa légendaire Type C. Type C qui est la première voiture équipée de freins à disque à avoir remporté l'épreuve. Ces freins d'un nouveau genre lui permettent de freiner plus intensément que des freins à tambour classiques, tout en restant stable à grande vitesse. Grâce à eux, les pilotes de Jaguar peuvent appuyer à fond sur l'accélérateur et freiner sur des distances plus courtes que leurs adversaires. Jaguar engage aussi 3 équipages, mais un attire plus l'attention que les autres, la voiture numéro 6. À son bord, 2 pilotes d'exception, les Britanniques Mike Hawthorn et Ivor Bube. Mike Hawthorn est un ancien de la Squadra Ferrari qui a battu la légende Juan Manuel Fangio au Grand Prix de France 1953 après 500 km de lutte. Et c'est aussi un anti-germanique convaincu. C'est hors de question pour lui de se faire battre par une écurie allemande, d'autant plus que son plus grand rival roule pour Mercedes. À 16h, le coup d'envoi est donné. Juan Fangio saute dans sa voiture et coince son pantalon dans le levier de vitesse. L'Argentin perd de précieuses secondes et se retrouve à démarrer en queue de peloton. A l'inverse, Mike Hawthorn, de Jaguar, fait un excellent départ et prend rapidement la tête de peloton, talonné par un ancien collègue de Ferrari, Eugenio Castellotti. L'affaire semble plier, sauf que le pilote argentin est tenace. Pendant 5 tours et en moins d'1 heure, il fait une remontée de peloton spectaculaire. Lui, qui était parmi les derniers, arrive à rattraper la Jaguar Type D de Mike Hawthorn. C'est le moment du duel au sommet tant attendu. Le Britannique Jaguar contre l'Allemand Mercedes sur le sol français. Mike Hawthorn refuse de se faire dépasser et appuie sur l'accélérateur. Juan Fangio le suit dans son accélération. Très vite, les deux atteignent 240 km/h, soit la vitesse d'un Grand Prix de Formule 1 alors qu'ils sont dans une course d'endurance. Lorsqu'ils atteignent les Hunaudières, ils profitent des lignes droites et atteignent 270 km/h. Les autres voitures sont réduites au stade de figurantes et le public n'a d'yeux que pour le combat entre les 2 champions. Le champion de Ferrari n'entend pas laisser dépasser et rejoint le bal, mais il est loin derrière. Le trio de tête va si vite qu'ils prennent 4 tours d'avance sur leurs concurrents. Mais à force de prise de risque, les machines commencent à montrer leurs limites. Le premier à en faire les frais, c'est Eugenio Castellotti.
Le moteur de sa Ferrari 121 LM se met à surchauffer et vibrer, puis ses pneumatiques l'abandonnent. La Jaguar Type D de Mike Hawthorne, quant à elle, rencontre un autre problème, le manque d'essence. Pendant 3 tours, Mike Hawthorne refuse de s'arrêter pour faire le plein d'essence, car s'il le fait, alors Juan Fangio passera devant lui. Vers 18h20, Pierre Levègue, alors en 6e place, aperçoit Mike Hawthorne et Juan Fangio dans son rétroviseur. Mike Hawthorne dépasse Levègue sans effort. Il n'est pas loin d'un puits et prévoit de s'arrêter pour prendre du carburant. Normalement, il doit ralentir son allure pour entrer en toute sécurité dans la voie des stands de son écurie. Mais il est têtu et veut gratter le plus de millisecondes possible. Alors, au lieu de réduire sa vitesse, il la maintient. Pierre Levègue est juste derrière lui, avec un tour de retard. Pile avant l'entrée du stand, Hawthorne fait un dépassement dangereux sur la voiture du pilote amateur Lance McLean. Lance McLean conduit une petite Austin Healey qui plafonne à 190 km/h. Mike Hawthorne, de son côté, va à plus de 240 km/h. Juan Fangio veut le suivre, il est 200 mètres derrière Pierre Levègue. Mais ce dernier lui fait signe de la main d'attendre. C'est trop risqué. Ce petit geste va sauver la vie de l'Argentin. Au même moment, Mike Hawthorne se rabat brusquement devant la voiture de Lance McLean pour entrer dans le box de son écurie. Grâce à ses fins à disque, il peut décélérer rapidement. Lance McLean, lui, ne peut pas. Lance McLean freine de tout son possible, mais la collision est inévitable. Alors, il braque à droite par réflexe pour l'éviter et se retrouve pile sur la trajectoire de Levègue. Et cette fois-ci, impossible d'éviter le contact. La roue arrière de la Mercedes 300 SLR du Français grimpe sur l'arrière de l'Austin Healey 100S de Lance McLean. La voiture de Pierre Levègue s'envole sur une quarantaine de mètres et s'écrase à 150 km/h sur un muret. Le moteur, le train avant et l'aérofrein se détachent de la voiture et foncent sur le public comme des lames tranchantes. Le moteur est retrouvé à 103 mètres de la carcasse. Le réservoir explose. Lorsque les pompiers versent de l'eau pour stopper l'incendie, la carrosserie en magnésium de la Mercedes s'embrase davantage. Sur la piste, l'Austin Healey 100S de Lance McLean est déséquilibrée et percute 4 personnes, dont une qui perdra la vie. Le choc est tellement violent que Pierre Levègue est catapulté hors de la voiture et gît sur la piste inconscient. Juan Fangio réussit de peu à échapper au drame grâce à une manœuvre d'évitement désespérée. Hawthorne, dévasté, s'arrête sur le bas-côté et court demander pardon au public et à Lance McLean. Au total, 84 personnes, dont Pierre Levègue, perdent la vie, et entre 120 et 178 sont blessés. 12 victimes ont moins de 20 ans, et plusieurs victimes ont vu leur tête arrachée par le moteur qui rasait les tribunes. Pendant que les secours et les spectateurs affluent pour donner leur aide, le directeur de la course Charles Farou refuse d'arrêter la course. Tant que la piste est libre, alors la course doit continuer. Les voitures endommagées sont retirées et la piste est nettoyée rapidement et les écuries remplacent les pilotes en état de choc. 39 pilotes refusent de continuer et seules 21 voitures sur 60 engagées franchissent la ligne d'arrivée. Mercedes claque la porte et refuse de continuer à courir. Tous ces équipages garantissent leur voiture, dont Juan Fangio. Mike Hawthorne, de son côté, refuse initialement de continuer à courir. Mais il reprend tout de même la course et la gagne. Et le dimanche 12 juin à 16h, Hawthorne et Bueb célèbrent sur le podium. Mike Hawthorne s'affiche, tout sourire aux lèvres et ne cache pas sa fierté. Il boit même le champagne offert, tandis que Bueb se tient gêné à côté. Le journal L'Autojournal dit en parlant de cet événement la vérité sur les 24 heures du Mans. Crime sans châtiment, plus de 80 morts et la fête continue. Après ce drame, le pilote argentin Juan Fangio décide de ne plus participer aux 24 heures du Mans. Mercedes se retire aussi et reprend les compétitions en sport prototype qu'en 1998. Le choc est si immense que la Suisse annule le Grand Prix de Suisse et bannit le sport automobile de son territoire jusqu'en 2022. Pour rendre hommage aux victimes, les organisateurs de la compétition installent une plaque commémorative sur le lieu du drame. Ironie de l'histoire, Hawthorne n'est pas jugé coupable et continue de courir, avant de mourir en 1959 lors d'une course amicale face à une Mercedes. Pendant 14 ans, les 24 heures du Mans se déroulent sans accident majeur impliquant le public, quoique au moins 4 pilotes perdent la vie. Mais en 1969, un accident en particulier va faire la une des médias au point de faire annuler l'une des étapes iconiques du Mans. Mais avant de parler de cette histoire, abonnez-vous et activez la cloche des notifications si vous aimez ce type de vidéo. Numéro 2. La Porsche 917 instable de 1969. Samedi 14 juin 1969. À 14h, le coup d'envoi de la 37e édition des 24 heures du Mans est donné. 90 pilotes s'élancent sur la grille de départ et sautent dans leur voiture garée en épi. 3 constructeurs sont favoris,
l'américain Ford, le français Matra et l'allemand Porsche. Ford met sur la piste la Ford GT40. Matra propose sa Matra 640, capable d'atteindre plus de 300 km/h en ligne droite. C'est plus que la vitesse d'un Boeing 737 au décollage. Lors des essais, le 16 avril 1969, le pilote Pescarolo s'élance à 400 km/h sur la ligne droite des Hunaudières, au volant d'une Matra 640. Il roule à vive allure, puis la voiture se cabre, décolle de la piste et vole jusqu'à la cime des arbres avant de s'écraser dans une clairière. Heureusement, il n'est pas blessé et ça suffit à pousser Matra à se retirer de la compétition. Porsche de son côté crée la surprise. Depuis 1951, la firme allemande n'a plus décroché de victoire au classement général. Et en 10 mois à peine, Ferdinand Piëch, le neveu de Ferry Porsche, s'allie avec Volkswagen et conçoit la Porsche 917. 25 exemplaires sont construits en moins de 9 mois et la voiture est dévoilée au Salon de Genève de 69, 2 mois avant la course. L'engin a un visage et une coupe inoubliable. Surtout, la 917 va vite, très vite, 340 km/h en vitesse de pointe. Mais cette vitesse et cette conception éclair ont un coût. La Porsche 917 est terriblement instable. Dès les essais, elle a tendance à se soulever légèrement à grande vitesse. Porsche corrige le défaut et engage 2 équipages en compétition sur son prototype. Contrairement à Matra, Porsche s'entête et décide de faire courir ses 917 malgré leurs défauts. Un fan de la marque, John Wolfe, en achète une et décide de courir avec elle à cette édition de 1969. Au premier tour, John Wolfe arrive en 12e position et il commet une légère erreur qui va lui coûter cher. Sa Porsche 917 déborde légèrement sur l'herbe et devient incontrôlable. Elle fonce sur un talus et se brise littéralement en deux, avant d'être percutée par la Ferrari 312P de Chris Amon. John Wolfe perd la vie sur le champ. On découvrira plus tard qu'il aurait pu survivre s'il n'avait pas oublié de boucler sa ceinture lorsqu'il a sauté dans sa voiture. Les 2 autres Porsche 917, présentes lors de la course, rencontrent toutes les 2 des problèmes et doivent abandonner. Cette conduite par Vic Elford et Richard Atwood a mené la course pendant 18 heures avec une avance de 6 tours sur ses adversaires, avant que sa boîte de vitesse ne lâche à la 21e heure. Et l'autre, piloté par Herbert Müller et Joe Seifert, a vu son embrayage se briser. Cet accident conduit les organisateurs à annuler les départs de course sur lesquels vous pouvez voir des pilotes courir vers leur voiture. Les années suivantes, la 917 est totalement revue et rafle les premières et deuxièmes places aux éditions 70 et 71 de la course. Et ce n'est pas la seule fois qu'un pilote périt à cause d'une sortie de piste. En fait, c'est exactement ce qui s'est produit en 1981. Numéro 3. La perte de contrôle inexpliquée du Mans 1981. En 1981, les yeux du public sont rivés sur une nouvelle écurie prometteuse. L'écurie Rondeau. La raison, elle n'a commencé à courir qu'en 1976 et a volé la victoire à Porsche en 1980. Rondeau est un outsider du milieu. Ce n'est pas un constructeur automobile, mais un indépendant soutenu par une société de papier peint appelée Inaltera. Rondeau fabrique ses propres châssis lui-même et s'est fait connaître pour avoir remporté la toute première édition des 24 heures du Mans à laquelle il a participé. Peu de constructeurs peuvent s'en vanter, et en 1980, il devient le seul pilote de l'histoire à remporter le trophée de la mythique course d'endurance au volant d'une Rondeau M379 qu'il a fabriquée lui-même. Même en 2026, personne d'autre n'a réussi cet exploit. En 1981, âgé de 40 ans, Rondeau devient PDG d'une importante société automobile et décide de courir une 10e fois dans une nouvelle création, la Rondeau M379C. Sous le capot, un moteur V8 Ford Cosworth DFV de 3,3 litres capable de déployer 450 chevaux. La carrosserie est signée Rondeau lui-même, qui l'a fait réaliser intégralement en fibre de verre. Le pare-brise, quant à lui, est emprunté à une Citroën CX. La voiture pèse 768 kg, développe 460 chevaux et peut atteindre 350 km/h. Rondeau engage 5 M379 et devient l'attraction principale aux côtés de Porsche et ses Porsche 908. Une de ces voitures est pilotée par un duo de légendes, Ragnotti et Jean-Louis Lafosse. Pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Après 3 heures de course, Jean-Louis Lafosse arrive sur la ligne droite des Hunaudières. 5,8 km de bitume parfaitement droit sur lesquels les pilotes adorent accélérer. La moindre erreur et la voiture se transforme en petit avion. Jean-Louis Lafosse s'y engage serein, mais pour une raison inconnue, il fait un écart soudain à droite et percute 2 commissaires.
Le véhicule fait alors une violente sortie de piste et la fosse périt sur le coup. Heureusement, les 2 hommes cognés par la Rondo M379C s'en sortent vivants. Rondo continue la course sans finir dans le top 3. Cependant, 2 Rondo M379C pilotés respectivement par les duos Schlesser-Philippe Streif et Gordon Spice-François Migaud arrivent respectivement 2e et 3e au groupe GTP. Cet accident relance le débat sur la nécessité de garder une ligne aussi dangereuse. Suite à ça, la première safety car est mise en service. Mais il faut attendre un autre accident 18 ans plus tard pour que les questions de sécurité reviennent sur la table. Numéro 4. Les Mercedes volantes de 1999. Après plusieurs années sans trophée, Mercedes fait son grand retour à l'édition 99. Sa dernière victoire en date de 1952, alors à Stuttgart, on met le paquet. Une nouvelle voiture est développée spécialement pour l'occasion en moins d'1 an, la Mercedes CLR. Sauf que, tout comme les Porsche 917 fabriqués à la hâte, les CLR ne sont pas prêtes. Les premiers signes se produisent lors des journées d'essai en mai. Mark Webber, pilote australien de 25 ans, s'élance à 330 km/h lorsqu'il arrive au virage d'Indianapolis. De l'air s'engouffre sous la voiture, qui décolle comme un avion. Une autre fois, c'est la suspension qui casse, mais rien n'arrête les étoiles argentées. Les Mercedes CLR vont courir. 3 d'entre elles sont engagées en course, dont la voiture numéro 5 pilotée par Peter Dumbrake. Le jour de la course, à 20h47, la CLR de Dumbrake lutte avec la GT1 numéro 2 de Thierry Boutsen pour la 2e place. Alors, il appuie sur le champignon et s'envole lui aussi. Sa voiture passe au-dessus des barrières de sécurité et s'écrase dans une clairière. Peter Dumbrake ressort indemne, mais Mercedes préfère se retirer de la course pendant 26 ans. À Stuttgart, on jette le programme d'endurance à la poubelle et on passe à autre chose. Passons maintenant à la dernière catastrophe de notre liste. Numéro 5, l'accident de Simonsen en 2013. Allan Simonsen était un pilote brillant. En 1999, il est sacré champion du Danemark. À 24 ans, il s'engage dans plusieurs championnats de grand tourisme et remporte l'Australian GT Championship de 2007. En 2013, il s'engage pour la 7e fois à la course d'endurance du Mans, à bord d'une Aston Martin V8 Vantage GTE. Les 2 premiers tours de piste se passent plutôt bien. Au 3e tour, les choses dérapent. Alors qu'il est sur la courbe du tertre, il perd le contrôle. Sa suspension arrière gauche subit une détente, ce qui fait sous-virer la voiture et la place sous un vibreur peint. Les pneus étant mouillés, sa V8 Vantage perd de l'adhérence et cogne les rails de sécurité à 200 km/h. Il encaisse un premier choc de face, estimé à 25 G, et il survit. Puis, il encaisse un second choc latéral cette fois-ci, estimé à 75 G. C'est presque 7 fois le nombre de G que subissent les pilotes d'avions de chasse lors de manœuvres extrêmes. Alors, Simonsen n'y survit malheureusement pas et s'éteint à 34 ans, quelques minutes après l'accident, laissant derrière lui un enfant. Avant de passer à la suite, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce reportage consacré aux 24 heures du Mans. Si vous avez vu des erreurs, dites-le nous en commentaire. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était le Garage Français et on se dit à la prochaine.